Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour penser et agir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gabriel Miquet. Salut Gabriel. Hello! Alors, vous ne connaissez sans doute pas Gabriel parce que Gabriel est très connu dans le milieu de l'entrepreneuriat web. On parle aussi d'infoprenariat. C'est la personne qui se cache derrière des lancements à plusieurs millions d'euros, hein. Tu confirmes, Gabriel? Oui, je confirme. C'est quoi le plus gros lancement que tu as fait en chiffre d'affaires? Ça impressionne toujours les gens, les gros chiffres. Le plus gros chiffre que j'ai eu, c'était 2,5 millions en 4 jours. 2,5 millions d'euros en 4 jours. Donc quelqu'un de très important. Et on va pas parler marketing dans cette interview, on va parler de l'histoire et du bonhomme qui est derrière le projet. Donc on va parler de toi, Gabriel. Je vais introduire ton histoire. Je me suis renseigné sur toi, j'ai enquêté un peu comme Sherlock Holmes. Ah J'ai ouais, cherché... détective privé et tout. Ouais, carrément. Et donc il y a plein d'infos. Ton histoire, elle est hyper inspirante. Ça fait pas mal de temps qu'on se connaît sans vraiment se fréquenter, mais on se voyait dans des événements, on a déjà mangé ensemble, etc. Donc on se suit de loin en tout cas. Yes. Et tu as une histoire qui est dingue. Je veux que cette interview elle serve à toutes les personnes qui se disent j'y arriverai pas parce que je suis pas dans la bonne situation, j'y arriverai pas parce que j'ai pas les connaissances, parce que j'ai pas les bons diplômes, parce que j'ai pas le bon entourage. C'est les, on va dire les trois barrières qu'on rencontre tout le temps en développement personnel. C'est les barrières que rencontrent les personnes qui me suivent. Et je leur donne des conseils. Ok, moi ce que je veux c'est qu'on partage la vie, vraiment, on va aller dans les tréfonds de ta vie, d'une personne qui génère des millions d'euros sur Internet via ses lancements et pour qui ça n'a pas été toujours rose. Alors Gabriel, je me permets de raconter ton histoire. Si à tout moment je me trompe ou je dis une bêtise, surtout tu me corriges. Vous allez Hop, voir, attends, si jamais tu dis une bêtise, t'as un gage. voilà, si jamais j'ai dit une bêtise, j'ai un gage. Alors me demande pas de me raser la barbe. Nous les barbus, tu vas le savoir, on n'aime pas qu'on nous demande Ouais, ça. ouais. Et donc, je vais raconter ton histoire. Si je me plante, n'hésite pas à m'interrompre. Vous allez voir aussi à la caméra que je regarde mon écran qui est là parce que j'ai noté les choses, parce qu'il y a beaucoup d'infos que je veux partager avec vous. Vous allez voir que l'histoire est vraiment impressionnante. Là, on en rigole. C'est pas toujours drôle dans la vie de Gabriel. Alors, c'est parti. Gabriel, t'es né le 1er mars 1984 à Blaye, donc à côté de Bordeaux. Pour l'instant, j'ai tout bon. Ouais, pour l'instant, c'est cool. Et alors, tu te qualifies lui-même de squatter à businessman. Alors, les squatteurs, c'est les personnes qui vivent dans la rue. On va voir ça. Pourquoi? Il y a un truc qui m'a vraiment impressionné dans ton histoire, qui m'a touché au plus profond de moi, c'est que jusqu'à 16 ans, tu avais l'interdiction de sortir dehors, de voir tes amis. Et ça, c'était une interdiction qui était faite par ta mère, alors qui travaillait visiblement dans le milieu de la nuit, un milieu qui n'était pas très fréquentable. Elle avait peur pour toi, elle avait peur que tu te fasses agresser. Et donc, comme une maman qui protège son fils, elle t'interdisait tout simplement de sortir. Jusqu'à où visiblement quand même ses craintes étaient quand même assez fondées puisque un lundi soir ta mère se fait agresser par alors je sais pas si c'est l'un de ses clients, l'un de ses amis, l'un de ses en tout cas des personnes qu'elle côtoyait. C'était son mec à l'époque. C'était son mec, d'accord. Et cette personne tabasse ta mère avec un énorme couteau sous la gorge en menace, la laisse pour morte sur un trottoir. Elle se retrouve aux urgences. Et ensuite, vous décidez, toi et ta mère, d'essayer de porter plainte, ou en tout cas de faire suivre l'affaire à la police, et puis la police répond qu'ils peuvent absolument rien faire. Donc jusque-là, j'ai tout bon, et pour les personnes qui regardent cette interview, déjà vous comprenez que Gabriel, t'es pas né dans la situation la plus simple pour devenir entrepreneur, avec le réseau parfait, et les amis de la haute bourgeoisie qui t'auraient permis peut-être de créer un réseau. Donc ensuite, 2 ans plus tard, tu te mets à passer un bac pro électronique. Et puis tu te sens que c'est pas vraiment ton truc, tu veux retourner vivre vers Bordeaux avec tes amis, tout ça. Ah, Euh, c'était Tarbes, là. Comment? Là, j'étais à Bordeaux à ce moment-là Oui, et tu retournes à je suis Tarbes. reparti dans les Pyrénées. À Tarbes. Voilà, c'est ça, exactement. Donc tu veux retourner vivre avec tes amis et quitter un peu ce monde qui n'est pas fait pour toi. Tu te mets à travailler pour McDo, un peu le cliché des étudiants, tu abandonnes tes études et tu trouves un logement avec un colocataire. Mhm. Et là, on arrive finalement, cette personne ne paye pas son loyer, vous vous retrouvez à être comment dire, jeté, j'imagine, de l'appartement, ou du moins à pas pouvoir le payer et donc à vous retrouver à la rue, c'est ça? C'est qu'à l'époque, cette personne n'était pas sur le bail. Ça, c'est important. Je lui avais fait confiance. D'accord. Donc c'est moi qui dû assumer toutes les dettes, tout ça. On s'est retrouvé sous les toits d'une maison avec un Vélux qui était tombé, un gros trou dans le toit. Enfin, tu vois, un bon truc, c'était sympa. Le sol qui s'affaissait quand on marchait dessus. C'était et même si c'était dur, il y avait quand même un toit au-dessus de la tête. Donc j'étais pas aussi mal loti que les personnes qui vivaient directement dans la rue. D'accord. Mais c'était pas facile non plus. D'accord. Donc
On voit déjà, enfin je sais pas, mais quand je raconte ça, ça me fait aussi des émotions, mais on a l'impression que c'est une descente aux enfers. Vraiment, tu pars, c'est-à-dire que t'es pas né au bon endroit au bon moment, on va dire, et en plus ça continue d'accentuer avec les mauvaises rencontres, comme si t'attirais à toi un peu tous les malheurs du monde. On va revenir un peu là-dessus, je pense, dans la suite de l'interview. Je vais aller plus vite. Ensuite, tu reprends tes études, tu veux devenir infographiste dans les jeux vidéo. Tu deviens d'ailleurs infographiste dans les jeux vidéo. Juste avant ça, tu avais quand même fait une première expérience avec le marketing et la vente où tu travaillais pour des assurances et tu vendais des assurances à des personnes qui, de toute façon, ne pouvaient pas les toucher. Il y a un exemple qui est assez marquant que j'ai vu en enquêtant sur toi encore une fois, tu vas peut-être pouvoir le raconter, où tu vends des assurances à des personnes qui ont des cancers et du coup qui ne pourront pas les toucher. En fait, j'étais donc vendeur par téléphone à l'époque, et il faut savoir que quand on vend par téléphone, régulièrement, on a notre supérieur qui écoute l'appel pour savoir si on vend suffisamment bien, si on convertit suffisamment bien. Et quand on vend des contrats d'assurance, on connaît les clauses d'exclusion, donc on sait dans quel cas ça ne fonctionne pas. Mhm. Et comme on est éthique, normalement, ces personnes-là, on les met de côté, on les note sur un fichier et on les rappelle plus. Sauf que la société pour laquelle je travaillais voulait faire de l'argent. Et mon supérieur me disait, vas-y, vends, t'en as rien à faire, vends. Et j'ai eu une personne à un moment donné qui pleurait au téléphone, qui me disait qu'elle avait un cancer, qu'elle allait mourir. Et j'étais quand même obligé de lui vendre le contrat. Incroyable. Ouais. Du coup, on peut pas dire que ta première relation avec la vente, ta première expérience de marketing direct ait été la meilleure expérience de ta vie, bien au Bah, si contraire. tu veux, j'ai eu un gros chaud-froid. À l'entretien, ils m'ont dit que j'étais super bon, qu'ils allaient me mettre sur le produit le plus difficile de la boîte directement parce que j'assurais que c'était cool, alors que je n'en avais jamais fait, donc j'étais super fier de moi. Et dans la foulée, je me rends compte qu'on me met sur ce produit qui est une assurance décès et que je dois vendre à des gens qui vont mourir, qui sont tristes, que j'appelle des gens parfois qui sont morts, donc j'ai les proches au téléphone. Et à ce moment-là, mon supérieur qui me dit, vas-y, vends. D'accord. Bon, Incroyable. c'est bon, un bon ascenseur, quoi. Ouais, ouais, je comprends. C'est juste dingue que ces milieux existent et puis que finalement ça continue d'exister et que ce soit légal. Mais bon, on va pas faire le procès des assurances là-dessus. Ensuite, tu te lances du coup en tu crées un studio en rapport avec les jeux vidéo et l'infographie parce que tu es passionné de jeux vidéo. Et alors, on va passer un petit peu l'histoire de la société où tu fais quand même pas mal de projets avec des grands studios, des salons, etc. Puis, suite à une mésentente avec tes associés, c'est encore un nouvel échec du coup qui va s'abattre sur toi. Tu fermes la société, tu te retrouves au tribunal de commerce, tu y vas avec la peur au ventre et le juge te dit, et c'est là où j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer, on va revenir là-dessus dans l'interview, il dit félicitations monsieur et bonne chance pour la suite. Il y a un truc à ce moment-là. Qu'est-ce Il qui y se a mis un truc, passe? il y a mis un truc énorme à ce moment-là. Parce qu'il faut savoir qu'avec mes associés, c'est devenu très compliqué. Il y a eu des menaces physiques, il y a eu beaucoup de choses. Parce que aucun d'eux n'a voulu assumer ses responsabilités quant à l'échec de l'entreprise. Et ils ont trouvé une personne qui était moi le gérant à l'époque. Et pour eux, j'étais le seul responsable d'absolument tout dans leur vie. Y D'accord. compris quand ils étaient malades, quand ils avaient une peine de cœur, enfin c'était ma faute quoi. Et donc au final c'est allé très très loin, harcèlement, menaces, etc. Et avec menaces d'avocat, de porter plainte contre moi, de me faire mettre en prison parce que j'avais pas bien fait mon travail, alors que c'était complètement faux. D'accord. Simplement, c'était la première expérience pour tout le monde. Et quand je suis arrivé au tribunal et que le juge lui-même m'a dit félicitations monsieur, bonne chance pour la suite, je me suis dit merde. Comme il y a personne qui va me mettre les menottes. Qu'est-ce qui se passe? Et, tu, et là On va tu pas me punir. et là tu t'es dit peut-être en fait l'échec c'est pas final, c'est pas fatal, j'ai le droit de recommencer et en plus on m'encourage quoi. Ben, c'est ça, je me suis dit, c'est au final, si j'échoue, les conséquences sont pas si négatives que ça. Je vais pas me retrouver en prison parce que j'ai pas réussi à maintenir ma boîte à flot. Je vais pas être pointé du doigt, on va pas faire une télé-réalité pour dire, ah regardez ce mec il est trop nul, il s'est planté. Donc voilà, pour toutes les personnes qui vivent des petits échecs et qui se disent que c'est fatal, finalement, je crois que t'es quand même un exemple, vraiment, de. Je pense moi, j'emploie souvent l'expression l'apologie de l'échec ou vraiment défendre l'échec, dans le sens où si aujourd'hui tu réussis à faire ce que tu fais, c'est peut-être parce que tu as échoué plus que les autres, tout simplement. Je Donc pense. ensuite, tu crées tu deviens entrepreneur, tu crées ton agence de marketing, et là, ça part. Tu fais des lancements pour les plus grands du web. Alors, on va parler de Laurent Chenot, David Gère, Roger Lannoy, David Laroche. Donc, tous les plus grands, les figures, que ce soit du développement personnel, du marketing web, les lancements à 2 millions, 2 500 000 euros, comme tu l'as dit, sur 4 jours. Donc là, c'est le décollage.
Tu crées donc plein de lancements, tu crées des outils. On va pas, enfin, on va en parler aussi dans cette interview, pardon. Il y a un outil qui s'appelle Ludify Me, un outil qui s'appelle Easy Live Chat. Tu es en train de lancer un nouvel outil dont on va reparler en fin d'interview qui s'appelle Screenplay, qui est quelque chose de révolutionnaire. Et donc maintenant, je vais arrêter de parler parce que j'ai vraiment voulu t'introduire et comprendre pourquoi les gens devaient t'écouter. Donc j'espère que les gens ont compris vraiment que ton expérience est vraiment différente de tout ce qu'on peut voir ailleurs et souvent. Et maintenant, je vais poser mes petites questions que j'ai préparées. Je vais surtout t'écouter parler. Alors, comment, Gabriel, est-ce qu'on fait pour trouver ce qu'on appelle en développement personnel son feu sacré, son ikigai, sa passion, sa raison de vivre? Comment est-ce que tu as fait toi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es ce Gabriel et plus le même Gabriel qu'avant qui a tiré tous les ennuis, tous les échecs à lui? Alors, ce qu'il faut savoir, avant que je réponde à cette question, et c'est important pour la suite, Hmm. c'est que entre le moment où j'ai fermé la SARL dans le jeu vidéo et le moment où j'ai créé la société que j'ai aujourd'hui, la SAS, encore c'est une des sociétés que j'ai aujourd'hui, il y a eu un moment où je suis repassé auto-entrepreneur et où je suis reparti de zéro. Et j'ai utilisé la seule compétence qui était valable dans le marketing, dans notre milieu actuel, qui est l'infoprenariat, qui était le montage vidéo, pour introduire le marché. Et D'accord. j'étais payé à 5 euros de l'heure à l'époque, en tant que prestataire. D'accord. Donc, il y a eu une bonne période où j'ai fait le choix de payer pour apprendre, où je montais les vidéos de formation d'autres marketeurs, etc. Et ce qui me permettait d'accéder à ces formations sans avoir à payer 2 000 à 3 000 euros. Donc, il y a eu une bonne période qui a duré 2 ans à peu près, où j'ai bouffé du pain noir, où j'ai galéré, j'ai ramé pour apprendre, pour monter en compétences petit à petit, jusqu'à avoir les compétences pour faire justement les lancements des plus gros et créer mon agence. Donc, pour répondre à ta question, je pense que cet ikigai, on ne le trouve pas tout de suite. On a souvent l'impression de l'avoir trouvé, mais c'est souvent basé sur des influences extérieures. Ça peut être notre famille, ça peut être les journaux télévisés, ça peut être son entourage. Et très souvent, la raison pour laquelle on fait les choses, celle en laquelle on croit, n'est pas sortie de ce qu'on a à l'intérieur. Donc, c'est quelque chose qu'on trouve en plusieurs étapes. Et pour moi, on doit passer par l'échec pour ça. On doit se planter. Et c'est quand on échoue et qu'on recommence et qu'on y va toujours avec la même énergie, qu'on sait qu'on est dans la bonne voie, qu'on est sur la bonne direction. Parce que si c'est pas quelque chose qui résonne fortement à l'intérieur de nous, on va forcément abandonner vite. On va forcément passer à autre chose, chercher d'autres projets sur lesquels se lancer. Alors que si on a vraiment trouvé notre raison, notre pourquoi, il n'y a rien qui pourra nous arrêter. Quoi qu'il arrive, tu peux avoir n'importe quelle tempête, tu continueras à avancer. D'accord. Ça rejoint une autre question que j'avais juste après, justement, c'est est-ce qu'il faut, alors le mot est fort, mais est-ce qu'il faut obligatoirement toucher le fond pour renaître un peu tel un phénix et atteindre vraiment le succès qu'on mérite? Je te laisse répondre là-dessus. Alors, je ne dirais pas qu'il faut, parce qu'il y a des personnes qui réussissent et qui ont le succès sans avoir touché le fond, et on ne peut pas dire qu'elles ne le méritent pas. Hmm. Ça, c'est important de le dire. Maintenant, je sais qu'à chaque fois que j'ai échoué, à chaque fois que j'ai touché le fond, ça a été un niveau d'évolution supplémentaire pour moi en tant qu'être humain et en tant que marketeur et en tant que, enfin, toutes les compétences que j'ai pu acquérir. Et ça m'a aidé à valider des étapes. Et tu fais bien de parler du phénix et de la renaissance parce que c'est un peu comme ça que je vois ma vie. C'est un peu comme ça que je me vois aussi. J'ai l'impression de renaître continuellement, d'échouer, de me planter, de mourir et de renaître encore plus fort. Et d'ailleurs, j'ai fini par le graver dans ma peau. Là, tu vois, D'accord, exact, ça ouais. c'est une plume de phénix. D'accord, bah, je savais pas, tu vois. Voilà, ben en fait, c'est parce que ma tatoueuse déteste faire les phénix, donc j'ai dû trouver un compromis. D'accord. Alors, en fait, Sinon, j'aurais eu un phénix directement. je te posais cette question parce que moi-même, par mon expérience, mais là on n'est pas là pour parler de moi, mais j'ai cette image aussi quand j'ai touché le fond en début 2017 pour moi. Oui. J'ai eu cette image du phénix qui renaît et où après tout devient, alors j'ai envie de mettre simple entre guillemets, mais plus clair en tout cas. Plus clair. Et souvent, il y a des personnes qui me demandent comment je fais pour garder le cap, comment je fais pour garder le moral, comment je fais pour avancer toujours. Et c'est grâce à ces échecs, parce que tous ces échecs m'ont rendu plus fort à chaque fois. Et ce qui fait que quand tu t'es planté, un petit peu, ça va. Quand tu t'es planté jusqu'à être à la rue, bon, ça te met un coup. Jusqu'à aller au tribunal et avoir tous les associés sur le dos, c'est encore un autre coup. Et tout ce qui se passe derrière, comme tu viens de le dire, ça paraît facile. Ouais. Pourquoi? Parce que ton échelle est totalement différente. Ce par quoi tu bases ta douleur et la difficulté est totalement différent. Une personne qui va naître dans une famille où tout se passe bien, qui va avoir des études, des hautes études dans lesquelles tout se passe bien et qui va réussir son entrepreneuriat derrière, un client qui ne le paye pas, ça va être la fin du monde pour lui. Mhm.
Nous, on s'en fout. Ouais. On va trouver la solution, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que plus ton expérience avance, plus les échecs que tu vas être capable d'encaisser vont être importants. Et Oui, j'ai toujours une image en tête, je sais plus où j'avais entendu ça, je crois que c'était une interview de Johnny Hallyday ou quelque chose comme ça, où il expliquait que la première fois qu'il est monté sur scène, c'était donc avec une guitare électrique dans un bar ou devant un groupe d'amis, je ne sais plus, il y avait 5 personnes dans la salle. Il a jamais eu autant aussi peur et qu'aujourd'hui, quand il monte, enfin aujourd'hui il est mort maintenant, mais quand il montait pour remplir des stades de France, c'était la même peur en fait. Il n'y avait pas plus ou moins, il avait même moins peur qu'à l'époque où il jouait devant les 5 personnes. Et voilà, c'est comment est-ce qu'il gère ses échecs, comment est-ce qu'il gère ses émotions suivant son expérience. C'est un peu cette idée-là que c'était intéressant, cet avis-là, je trouvais, qu'il avait donné. Euh, mais on c'est parle, exactement ça. on parle beaucoup d'échecs. Oui. C'est quoi le plus gros échec que tu as rencontré et comment est-ce que tu as réussi à te relever? Alors, j'aimerais un petit peu revenir sur cette définition de l'échec parce Mhm. que je pense que c'est important. Je pense qu'on échoue à partir du moment où on abandonne. D'accord. Voilà, donc sinon c'est juste une étape, c'est juste une difficulté, c'est un challenge vers les objectifs, vers ce que tu veux faire dans ta vie. Et je pourrais dire que l'échec de ce studio, ça a été le plus gros des échecs. Mais là où j'ai échoué, c'est dans justement mon incapacité à abandonner le projet et à passer à autre chose. Hmm. J'ai voulu sauver le bateau autant que possible, me donner, j'y ai laissé ma santé, j'y ai laissé beaucoup de choses parce que je voulais absolument sauver le projet. Alors que bah, les associés avec lesquels j'étais ne voulaient pas forcément le faire et voulaient abandonner. Et du coup, j'ai écopé autant que possible. Et je me suis épuisé, alors que j'aurais dû abandonner longtemps avant. Simplement, j'avais tellement peur de fermer, de passer au tribunal, etc., que bah, je voulais quand même maintenir le bateau à flot. Et j'aurais pas dû. J'aurais pas dû, c'était une erreur. C'est là que c'était mon erreur. Donc, par la suite, tous les moments que j'ai vécus, ça n'a pas été des échecs, ça a été des moments où j'ai fait du split testing dans la vie. Donc pour les gens Où qui je me connaissent pas suis- le marketing, c'est tu testes une solution, tu regardes si ça marche, puis tu la changes un peu, puis tu testes, puis tu regardes si ça marche, puis tu améliores quoi. Exactement, exactement. Et après, c'est comme si tu te retrouvais dans un grand labyrinthe, et dans ce grand labyrinthe, il y a plein de chemins possibles. Et forcément, tu vas éliminer les chemins au fur et à mesure, ceux qui sont pas bons, et plus tu vas en éliminer, et plus tu vas avoir de chances de réussir et de trouver le bon. Mais tous ces chemins que tu as éliminés, c'est pas des échecs, c'est de la réussite. Tu as réussi à réduire le chemin pour trouver de plus en plus de meilleurs. D'accord. Tu vois, donc je ne vois pas forcément l'échec comme on peut le présenter habituellement. Alors on définit l'échec de la même manière. Hmm. Par contre, j'adore ton image du labyrinthe que j'avais pas. Et là, j'ai l'impression. Tu vois, il y a un truc, quand je t'ai posé la question de l'ikigai, tu sais, quand on interviewe quelqu'un, on imagine toujours sa réponse. Oui. Et tu m'as pas dit ce que j'attendais. Donc Ah, c'est pas grave. Et là, tu l'as laissé transparaître dans cette réponse-là. Je vais t'expliquer, tu me dis si tu es d'accord. Quand tu vois d'accord. la vie comme un labyrinthe où il faut chercher le bon chemin, Hmm. finalement, c'est un peu le principe des jeux vidéo et des jeux d'aventure, tu vois. Et j'ai l'impression, c'est un peu ce qu'on dit dans l'ikigai, que si on prend chacune de ces passions, donc pour toi, les jeux vidéo, la boxe, on va en reparler tout à l'heure, et d'autres choses, on peut, en mêlant tout ça, créer un truc un peu unique qui est conforme à sa personnalité et trouver justement cette passion, ce feu sacré, sa raison de vivre, cet ikigai, on l'appelle comme on veut. Et là, l'exemple que tu donnes avec l'échec, où tu cherches, tu as un labyrinthe, et tu sais, dans un jeu vidéo, Oui, on peut forcément le finir, sinon il n'y a pas d'intérêt. Ça veut dire qu'il y a forcément un trophée au bout du chemin. Et quand tu emploies la métaphore du labyrinthe, ça veut dire qu'il y a forcément une porte de sortie. Donc c'est une vision très optimiste de la vie, très gamifiée, donc très transformée en jeu, oui, où, où c'est pas réaliste dans le sens où les gens pourraient dire bah non, je peux crever au coin de la rue ou je peux réussir, mais c'est optimiste dans le sens où tu dis il y a plein de chemins, c'est compliqué, il y a des épreuves, des challenges, il y a des monstres à tuer qui sont à la fois en moi et à la fois à l'extérieur, mais finalement il y a une porte de sortie à la fin. Est-ce que déjà, est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de dire, où je suis parti totalement en live et c'est pas du tout ce que tu penses? Et est-ce que ce studio avorté dans les jeux vidéo, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une composante des jeux vidéo qui est toujours présente chez toi et qui fait que finalement, c'est toi qu'on va voir pour faire un lancement marketing qui à la base n'a aucun rapport avec le jeu vidéo, on est d'accord. Mais pourquoi c'est toi le meilleur là-dedans aujourd'hui? C'est le meilleur au niveau mondial, hein. On pourra en parler. Il y a Eben Pagan qui est
marketeur américain, je sais pas si Un les gens... top marketeur américain qui a fait plus de 100 millions d'euros de ventes, c'est... Et qui t'a embauché pour faire son lancement, c'est ça, si j'ai bien compris? Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, je sais pas si vous imaginez qui vous avez en face de vous. Quand il y a une personne qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et qu'embauche Gabriel, qui t'embauche toi pour faire son lancement, déjà ça doit te faire tout drôle et puis ça doit te faire confiance de là où t'es rendu, quoi. Bah surtout, je l'ai fait patienter pendant plus d'un an. D'accord. Et en plus, tu le fais patienter. D'accord. Donc oui, pour ce qui est de ta vision gamifiée, je suis totalement d'accord avec toi. C'est un grand jeu d'aventure où tu vas gagner des points de talent et tu vas placer ces points de talent petit à petit au fur et à mesure que tu vas les gagner. Et tout ce que tu fais dans ta vie, tout ce que tu réussis à acquérir, tu l'as en ce qui concerne les connaissances à vie. C'est la seule chose qu'on ne peut pas te prendre. On Ouais, peut les pas te- connaissances. Et ça, ces connaissances, ces compétences, cette expérience, plus le temps va passer et plus ça va te rendre unique. Parce que tout le monde peut avoir une partie de ton chemin en lui, mais personne ne peut avoir tous les chemins que tu as réussi à acquérir et tous les points de talent que tu as réussi à gagner. Et c'est ça qui fait que, effectivement, ton labyrinthe va être différent, mais aussi les récompenses que tu vas obtenir, le chemin final va être différent. Et c'est en ça aussi que tu vas pouvoir rayonner et faire profiter de tout ça à tout le monde. Donc je Ouais, suis complètement d'accord avec toi sur l'image. d'accord. Ok, bon, ouais, c'est super alors. On a parlé de ton plus gros échec, on a expliqué donc que c'était le studio justement qui se fermait, tout ça, mais t'as pas répondu à la deuxième partie de la question, attention, qui est comment est-ce que tu t'es relevé? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, au fond du trou, encore une fois, parce que c'est quand même pas la première fois dans ta vie, on l'a vu, c'est pas simple, et c'est pas la dernière, et tu le sais, Bien sûr. et c'est ça le plus important d'ailleurs, je pense que quand on prend conscience que c'est pas la dernière, déjà, bah, on agit au moment présent. Qu'est-ce qui t'a relevé? C'est quoi? C'est une Alors, personne? C'est un projet? C'est quoi? C'est toi? C'est quoi? en fait, ce qui se passe, ça se fait à plusieurs niveaux en fait. Euh, Tu échoues, et quand tu échoues, ou quand tu te prends des tartes dans la gueule, que ce soit physiquement ou dans la vie ou autre, tu as deux manières de réagir. Soit tu te mets en boule et tu attends que ça passe, et tu pries en espérant qu'une intervention divine va te sortir de là où tu es. Ça m'est arrivé beaucoup de fois dans mon enfance, dans mon adolescence, et au final, j'ai jamais vu Dieu. Et après, tu as la deuxième solution qui est de te dire, la seule personne qui peut changer quelque chose dans ma vie, c'est moi. Et dans ce cas, tu commences à te dire que soit tu vas te concentrer et regarder tes problèmes, et tu ne vas voir que des problèmes. Tu vas avoir un arbre pourri en face de toi, alors tu peux avoir une forêt magnifique juste derrière, mais tu la verras pas, parce que ce problème devant toi va prendre trop de place. Et soit tu te dis que le problème, il est là. Je peux rien y faire, je ne vais pas dépenser de l'énergie autant mentale que physique à visualiser ce problème parce qu'il est là et je peux rien y faire. Donc ce problème, je vais le laisser là. Et je vais me concentrer sur les choses sur lesquelles je peux agir et qui vont arranger ma situation et qui vont me permettre de continuer à évoluer. Alors c'est pas facile, hein, c'est très éprouvant, mais c'est un petit peu comme se forger un corps grâce à la boxe par exemple, ou grâce à la musculation, c'est forger son esprit et son âme à devenir plus fort, à avoir une résistance, une résilience plus importante et optimiser sa pensée et ses actions. Et de cette manière-là, tu vas te relever de plus en plus facilement après. Alors, avoir des soutiens à côté, c'est important, Mm. c'est très important, et j'étais pas tout seul, j'avais la mère de mon fils qui me soutenait, et mon fils qui me donnait beaucoup d'amour aussi, et ça aide, ça aide l'air de rien. Mais l'état d'esprit qu'il faut avoir pour avancer, s'en sortir et se relever, c'est vraiment prendre conscience que tu es responsable de ce qui t'arrive, et ça, c'est pas facile. Et ensuite, deuxièmement, il n'y a que toi qui peux changer les choses, et troisièmement, arrête de regarder le problème, cherche la solution. D'accord. Quand tu dis tu es responsable de ce qui arrive, jusqu'à quel point? Est-ce que tu prends la responsabilité de tout, voire même un peu plus? C'est-à-dire, il y a certaines, dans le développement personnel, certains courants du développement personnel, notamment la loi d'attraction, les choses comme ça, disent qu'on crée la vie qui reflète nos pensées, etc. Imaginons que ton studio, tu le crées, il y a une loi qui passe, qui fait que ton projet, une loi, tu vois, qui passe en France, qui fait que tu peux plus développer un projet. Tu prends la responsabilité de cette loi, sur laquelle finalement, a Tu prends priori, tu ne fais rien, enfin, je veux dire, psychologiquement, hein, ou tu lâches prise par rapport à ça, et c'est quoi cette prise de responsabilité, où est-ce qu'elle Non, s'arrête? ça se fait en deux étapes. Ouais. Première étape, j'accepte les règles du jeu. Il y a un jeu, le jeu de la vie. Encore un jeu. Voilà, encore un jeu.
Et le gouvernement met en place des règles, la société met en place des règles, ton cercle social met en place des règles. Tu dois maîtriser ces règles et apprendre à jouer avec. S'il y a une nouvelle règle qui sort, tu actes que cette règle existe. Tu ne peux pas résister, donc tu ne vas pas dépenser de l'énergie pour te plaindre contre cette nouvelle règle ou essayer de la combattre. Deuxième étape, qu'est-ce que je peux faire moi de mon côté? Comment je peux réagir? Comment je peux agir pour mettre à profit cette nouvelle règle et continuer mon chemin? D'accord. C'est comme ça que j'agis. Donc je pense qu'on est responsable, pas forcément de tous les événements en eux-mêmes, mais de la manière dont on va les percevoir et les actions qu'on va mettre en place et sa manière d'y réagir. D'accord. Super. Donc, tu es responsable, pas des événements, mais de ta perception que tu as des événements extérieurs. Et tu es responsable du coup des événements que toi-même tu contrôles, c'est ça? Voilà. De tout ce Super. que tu vas mettre en place. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux te mettre en boule, te plaindre et aller prier, ou tu peux dire ok, c'est acté, c'est comme ça, c'est la nouvelle règle, donc maintenant je joue avec et j'avance. D'accord. Ok. Euh, sur penser et agir en termes de motivation, il y a une phrase que je dis toujours, je dis si vous voulez être motivé sur le très long terme, acceptez que vous aurez des baisses de motivation et arrivez à les gérer. Il y a différents moyens pour faire ça. Euh, Est-ce que pour toi, alors tu fais de la boxe anglaise, j'ai vu que tu en faisais jusqu'à 6 heures par semaine parfois, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais ça a été le cas par le passé. Est-ce que le sport, la boxe dans ton cas, c'est quelque chose qui va t'aider à gérer les baisses de motivation ou quand tu as une baisse de motivation, tu peux pas du tout aller au sport par exemple? C'est quoi le lien entre l'entrepreneur, le porteur de projet et le sport? Euh, Comme tu l'as dit dans mon histoire, je me suis un peu j'ai toujours vécu un petit peu en me battant, depuis gamin. Donc le fait de matérialiser ça et d'aller sur un ring face à quelqu'un et de me dire que je vais me battre avec les mêmes règles que lui, les mêmes armes que lui, déjà c'est quelque chose de rassurant. Je suis dans un cadre particulier qui est le ring, face à une personne qui ne peut qu'utiliser ses poings, et moi c'est la même chose. Donc là je me dis que si je gagne, je l'ai mérité, et c'est réglo, et si je perds, c'est mérité aussi. Et je peux te dire qu'on s'en met des bonnes sur le ring, et qu'on finit toujours avec le sourire, et on est toujours potes. Donc Mhm. tu vois, ça, c'est quelque chose qui fait du bien déjà, de se dire que dans la vie, tu as des coups bas, dans la vie, tu ne peux pas tout maîtriser, il y a des gens qui s'en sortent alors que c'est pas forcément mérité, il y a des gens qui devraient s'en sortir et réussir alors que c'est pas du tout le cas, parce qu'il y a des aléas. Mais au moins dans cet univers-là, je sais que c'est au mérite, c'est à l'effort, et c'est réglo. Ensuite, il y a le travail physique. Le travail physique à la boxe, dans n'importe quel sport, je dirais, c'est quelque chose qui te donne de l'énergie. Quand tu es fatigué et que tu vas t'entraîner sur un sac de frappe ou que tu montes sur le ring, tu ressors, tu as gagné de l'énergie, tu es plus en forme qu'avant. Et ça aide aussi à continuer au fur et à mesure. Maintenant, toutes ces baisses d'énergie, ces baisses de morale, ça arrive à tout le monde. Simplement, je pense que c'est plus facile à gérer quand tu as des responsabilités, quand tu as des personnes qui dépendent de toi. Mhm. Et quand, comme toi, tu as une communauté, tu as des gens qui attendent beaucoup de toi et que tu veux aider ces gens et leur apporter tout plein de belles choses et faire le mieux pour eux, bah, ton énergie, elle va plus aller dans j'ai le soutien de ces personnes-là, elles attendent quelque chose de moi, donc je vais faire ce qu'il faut pour me rebooster un petit peu, me remettre en énergie, penser à ces personnes et continuer à avancer avec elles et pour elles. Donc je pense que ça aide aussi. Et dans nos métiers, en tant qu'infopreneur, en tant que marketeur, entrepreneur web, il y a tellement de personnes qui attendent des choses de nous et on sait qu'on a un impact réel et positif sur leur vie. Ça aide à continuer à avancer, je pense. D'accord. Ok, super. C'est marrant quand tu parles de sport encore, c'est toujours ce vocabulaire du jeu en fait. Il y a un jeu, il y a des règles, il y a celui qui gagne et puis il y a un moyen de gagner en respectant les règles et tout. C'est vraiment très intéressant. Il y a J'observe quelque vraiment chose ça. que je déteste, c'est l'injustice. D'accord. Voilà, je déteste l'injustice. Ça a tendance de me faire hérisser le poil, là, tu vois. Pourtant, l'injustice est partout. Elle est partout, exactement. Et je fais en sorte justement d'être le plus juste possible pour compenser. D'accord. Encore une petite question développement personnel. Aujourd'hui, tu développes plein de projets. Oui, On va en reparler. Tu lances un produit révolutionnaire sur la vidéo, sur le marketing en rapport avec la vidéo sur Internet, qui va s'appeler oui, Screenplay. Skrin. Y ou I d'ailleurs, je ne sais plus. c'est un i. C'est un I. Skrinplay. Donc tu es en train de, c'est un gros projet. Il y a comment ça s'appelle, un crowdfunding avec où les gens peuvent participer, donner de l'argent, etc. Sur Ulule, sur l'autre, comment il s'appelle déjà l'autre
L'autre crowdfunding. Il y a Ulule et il y a l'autre. Non, t'as fait que... Kickstarter? Ouais, toi, t'as fait les deux, non, il me semble. Non, 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 non. En fait, j'aurais pu, mais ça aurait été une erreur stratégique de ma part parce que j'aurais divisé l'attention en deux. Même si j'aurais bénéficié des deux communautés, c'était pas l'idéal. J'ai choisi Ulule parce que c'est une plateforme française et que j'ai envie de soutenir l'économie française. Moi-même, ma société est en France, l'outil est français. Et d'ailleurs, j'ai privilégié le développement de l'outil pour qu'il fonctionne en priorité avec les autres outils français comme le Honeybox ou le Autorépondeur, par exemple. D'accord, super. On va reparler de ce projet juste après. Je voudrais Ouais. savoir, quand tu choisis un nouveau projet comme celui-là et comme tous les autres que tu as développés avant, quelle est la place de l'esprit rationnel qui pèse le pour et le contre, et quelle est la place de l'intuition qui agit un peu avec ses émotions, un peu avec le plexus, ou un peu avec ta plume de phénix que tu as à l'avant-bras. Comment est-ce que tu gères ça? Euh, je peux pas dire que je le gère. D'accord. Je peux dire que je le gère. Je suis une personne extrêmement intuitive. J'agis beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'intuition. Et mon intuition, elle a beau être très présente, elle est quand même basée sur mon expérience et sur mes connaissances. Alors ça n'intervient pas directement dans ma perception, mais je sais que ça influence les choses. Et c'est important. Donc je ressens qu'un projet va marcher, je le ressens, parce que j'ai le poil qui me dit que voilà, D'accord. parce que quand j'en parle, je vois tout de suite tous les différents chemins qui se tracent devant moi et toutes les possibilités que je peux développer et tout ce que ça peut apporter en termes de prise de marché, en termes de résultats, en termes de bonheur pour les gens, en termes de plaisir d'utilisation. Euh, c'est euh, c'est comme si j'avais une mind map qui se faufilait devant moi, une mind map lumineuse, un peu comme dans le film de Tron avec les motos, tu vois. Ouais. Et je vois tous les chemins au bout et je me dis, waouh, En fait, là, ça va être du kiff, là. tu débloques un niveau dans le jeu, puis tu as la carte qui s'éclaire, quoi. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. D'accord. Et du coup, chacun des projets, je me suis dit, ce serait tellement génial si j'avais un truc comme ça pour moi. Et, ou alors, ce serait tellement plus puissant si je pouvais faire ça. Et à partir de cette pensée-là, il y a plein d'ampoules qui s'éclairent dans ma tête, plein de petits chemins, et je me dis, waouh, j'ai une vision précise de ce que je veux, je vois la version finale du projet, et après, bah, tout ce que je fais moi, c'est mettre les étapes entre la version finale et ma situation présente, et je fais tout pour y arriver. Tu parlais de gamification, ben justement, avec Ludify. Ouais. C'est Alors, le Ludify, projet c'est l'un des outils que tu développes. qui est développé et qui Qui... fonctionne depuis bien des années Ouais. et qui a permis de faire tout cet argent aussi sur certains lancements. C'est ce qui correspond le plus à mon expérience dans le jeu vidéo. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les jeux vidéo, dans la communication, dans les projets marketing, etc., on utilise ce qu'on appelle la gamification. La gamification, c'est juste des mécaniques psychologiques que l'on utilise pour faire en sorte que le cerveau soit motivé à faire des actions sans que vous n'ayez à lui demander de le faire. C'est ce qu'on appelle la gamification. Et on l'utilise beaucoup dans les jeux vidéo avec un système d'expérience, de récompense, d'histoire, etc. Mais tout ça, ce sont des mécaniques psychologiques, ce sont uniquement des mécanismes du cerveau qui sont utilisés et préprogrammés et scénarisés, agencés dans un certain ordre pour qu'on ait envie d'aller plus loin. C'est pour ça qu'on a envie de finir un jeu, c'est pour ça qu'on a envie d'aller au bout ou d'acheter le suivant ou de monter une compétence plutôt qu'une autre, par exemple. D'accord. Et dans le marketing, c'est quelque chose qu'on faisait déjà, plus ou moins, avec simplicité. Et dans les lancements de produits, c'est quelque chose qu'on faisait à l'origine. Parce que mettre en place des concours, c'est de la gamification pour motiver les partenaires. Bien sûr. Sauf que j'ai tenu à le pousser, à aller plus loin que ça. D'abord avec les lancements scénarisés. J'ai fait évoluer d'un premier palier, ce qui m'a permis de créer un scénario, de créer une histoire pour les partenaires et de leur faire vivre une expérience et de placer les actions que eux devaient mener au sein de cette histoire sous forme d'étapes. Donc j'avais créé une map de jeu vidéo avec une histoire, une cinématique, j'avais créé des étapes sur la carte et pour chaque étape, ils devaient faire une action. Et c'était cool et les gens avaient adoré. Mais c'était pas suffisant et c'était trop en même temps. D'accord. Les gens n'étaient pas prêts. Et donc, je me suis dit, comment je pourrais utiliser les mécanismes du jeu vidéo, de la gamification, dans les lancements de produits pour les faire monter encore à un niveau supérieur et faire en sorte que tout le monde s'amuse, mais sans que ce soit compliqué. Et c'est là que j'ai créé Ludify avec des systèmes de trophées comme sur la PlayStation,
et des récompenses qui sont débloquées au fur et à mesure des trophées qui sont débloqués en fonction des performances qu'on a réussi à obtenir. Par exemple, j'ai réussi à générer 100 inscriptions sur ce lancement. Bravo, j'ai un trophée et j'ai une récompense qui est avec. Et j'ai créé un écrin. Et cet écrin, c'est Ludify Me, qui permet de déclencher en automatique tous ces trophées dans un univers contrôlé, graphiquement scénarisé aussi. Et après, bien sûr, il y a tout le reste du lancement, etc. Mais voilà, je me souviens même plus de ta question de départ. J'ai continué à parler. Non, c'est super intéressant parce que je pense que les personnes qui vont regarder cette interview vont décoder aussi ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que justement, cette première question de feu sacré, d'ikigai et tout, c'est que en fait, tu cartonnes dans le marketing, mais tu nous parles que de jeux vidéo. C'est ça qui est génial. C'est que moi, le message que j'espère que les personnes qui vont regarder cette interview vont comprendre, c'est pas qu'il faut faire du jeu vidéo, c'est qu'il faut trouver sa passion, sa compétence à soi, ses compétences et ses passions à soi, les agréger ensemble, et c'est ça qui fait la personnalité unique. Et c'est ça qui permet à des personnes comme toi d'atteindre le top de leur marché. Il y a Sébastien aussi, Sébastien le marketeur français, l'entrepreneur, qui disait comment il s'appelle son bouquin là, Le chemin vers le sommet. Il disait vous allez être le premier, mais le premier dans le jeu que vous allez définir, avec les règles que vous allez définir. Et ce sera pas compliqué d'être le premier. Et quand on écoute des interviews, et j'espère que cette interview en fera partie justement, de gens qui ont atteint le top dans leur domaine, c'est qu'en fait ils sont premiers dans le monde qu'ils ont créé eux-mêmes. Exact. Il faut que les gens qui regardent cette interview comprennent que en fait c'est très simple d'être unique, il suffit d'agréger ses forces, ses faiblesses, ses expériences, ses compétences, et de créer un truc unique. Alors, Ouais, je vais donner un conseil business par rapport à ça, justement. C'est que on dit toujours faut trouver sa niche. oui, Trouver sa niche. Alors effectivement, c'est important de trouver sa niche dans le sens trouver les personnes qui résonnent avec ce que l'on est et ce que l'on propose. Maintenant, ce que je conseillerais, c'est de prendre toutes ces compétences uniques que l'on a et surtout toutes ces compétences uniques qui nous font aimer ce qu'on fait, qui nous font aimer passer nos journées, qui fait qu'on ne voit plus le temps passer. Et porter ces compétences uniques dans un business qui fonctionne peut-être déjà, qui génère déjà de l'argent, mais le rendre unique en apportant cette partie de nous qui nous fera vibrer et qui va nous rendre différents. Et en alliant un business qui fonctionne, qui génère de l'argent, et ce que l'on est et que l'on a d'unique, on arrive à créer un business explosif. Et je pense que ça, on ne le dit pas assez. et là on parle de business, je pense que ça peut s'appliquer absolument à tous les projets en fait. Pas Bien forcément sûr. entrepreneurial, mais n'importe qui aurait un projet quelconque qui compte assez pour lui, il suffit qu'il mette sa personnalité dedans et il va jamais perdre sa motivation. Regarde, on va prendre un exemple simple. Hmm. Je veux faire construire une maison. Ouais, Je pourrais prendre un plan sur Internet et me dire, je vais avoir une jolie maison. Ou alors, je peux me dire, je veux vraiment kiffer. Et là, je vais prendre un plan sur Internet d'une maison qui est déjà bien construite et je vais y apporter des touches personnelles. Par exemple, j'adore le steampunk. Je vais commencer à mettre un petit peu de cuivre parce que je trouve ça sympa et que ce sera plus agréable pour moi d'y vivre au quotidien. mhm, J'adore le cinéma. Là, il y a une cave dans cette maison ou un garage. J'ai pas de voiture ou j'ai pas besoin de la mettre dans le garage. Eh ben, je vais transformer ça en salle de cinéma. ouais. Tu vois? T'introduis ta personnalité partout. Oui, oui. Tu peux avoir une base qui fonctionne, qui est éprouvée, qui est solide. Tu peux quand même la rendre unique et la rendre tellement unique que tout le monde va envier ce que tu as. Ouais. Et comme c'est des compétences que tu auras mis du temps à acquérir, comme c'est une personnalité qui t'est propre, ce sera tellement ouf que n'importe qui sera dégoûté d'essayer de faire la même chose que toi. Je comprends. Et ça peut se faire à un tout petit niveau, je me reconnais dans ce que tu dis. Regarde, je vais te montrer. C'est tout con, hein, tu vois, mais là, je sais pas si on Oui, verra sur la caméra, mais j'arrive même pas à le. Hop, là, ici, là, il y a un petit Sangoku, tu vois. ouais, je les vois. Toi, derrière, tu as une guitare électrique. Bon, bah, moi, la mienne, je peux pas tourner la caméra, mais elle est juste là-bas, moi, ma guitare Ouais. électrique. Là, j'ai une femme avec un pistolet pour me rappeler que parfois, ça peut être dangereux, qu'elles ont pas besoin d'armes pour nous blesser. Tu vois? Et en fait, moi, j'encourage tout le monde. Ton conseil, il est juste fou. Enfin, il est juste génial, quoi. Fou dans le sens génial. Même sans parler de construire une maison ou de faire un projet business ou autre. Des petits trucs chez vous qui marquent votre personnalité et votre histoire, j'en ai partout, moi, chez moi. Il y en a vraiment partout, partout, partout. J'ai juste en dessous, là, j'ai une mini console que j'ai construite moi-même parce que je suis un fan de jeux vidéo aussi, où dessus il y a 17 000 jeux, etc., de Mega Drive, de machin, de trucs. Ah, Bon, ça, yes, c'est cool. comment, tu connais? Non, j'adore. Voilà, ouais, tu vois, bah, je te dirai comment on fait ça si tu sais pas, mais c'est très simple à construire avec un petit Raspberry Pi et tout. Mais bref, tout ça pour Ah, dire aux gens, euh, allez au bout de vos rêves. Moi, j'ai passé un temps fou à pimper un peu mon appart pour qu'il me corresponde à moi. Et toi, j'ai l'impression que c'est pareil chez toi, que tu as plein de trucs tout petits. Ouais, tu as des trucs à montrer?
Alors, c'est comment? Assassin. Assassin's Creed, ouais. Ouais, j'en ai quelques-unes là. J'en ai pas mal. D'accord. Mais c'est ça. Et en fait, il faut que les gens voient leur projet, leur business, leur vie comme ça, en fait, une agrégation de ce qui les construit et de ce qui les forge. J'adore vraiment cette vision, c'est super. Juste en 5 minutes, avant de passer aussi à la présentation de tout projet actuel, qui est quand même un gros projet que je veux que les gens en entendent parler et voient ce que c'est, si ça peut intéresser certaines personnes de mon audience. On parlait de l'intuition. Tu as dit l'intuition, du coup, et après, tu es parti dans l'explication d'autres choses avec le jeu, et j'ai adoré ça, c'est pour ça que je t'ai laissé parler, parce qu'on voyait encore que le jeu était présent. Oui, L'intuition pour toi, c'est donc quand les poils se hérissent, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Est-ce que c'est encore plus fort que ça, ou est-ce que c'est plus c'est fort. c'est plus fort? Alors, est-ce que tu peux... Il y a beaucoup de gens qui se demandent ce que c'est que l'intuition. Vraiment, si tu veux aller essayer de décrire au mieux ce que c'est l'intuition, c'est toi, au terme de ressenti, pas forcément quelque chose de rationnel, mais comment tu le vis, c'est quoi? Quand tu as C'est l'intuition que ça. ça va marcher, c'est quoi? Ouais, il y a plusieurs niveaux. Donc, tu as déjà les poils qui se hérissent quand tu penses à un projet, c'est que tu as la révélation et tu te dis, waouh, il y a un truc énorme qui se passe. Mhm. Après, la deuxième étape, c'est je vois les vagues d'influence sur l'avenir que vont générer ce projet. Les vagues d'influence, c'est quoi une vague Voilà. d'influence? C'est un petit peu comme quand tu prends un petit caillou, tu le laisses tomber et tu as les vagues qui s'écartent de plus en plus. Ouais. Voilà, et ces vagues-là, en fait, elles sont générées par cette idée, ce déclic que tu as eu, qui vont générer un projet et qui va changer l'avenir des gens, et qui va changer ton entourage. Et c'est l'influence que tu vas avoir en rayonnant grâce à ce projet. Et j'arrive à percevoir l'influence, donc ces vagues positives, Ouais. sur mon avenir et sur peut-être l'avenir du marché, etc. Et dans ces vagues, j'ai tous ces chemins qui se dessinent devant moi, comme je disais tout à l'heure, avec toutes les possibilités possibles et les manières différentes d'utiliser, etc., etc. C'est assez complexe en ressenti et c'est assez simple en même temps. Et quand tu te laisses guider par rapport à ça, quand tu arrives à lâcher prise par rapport à ça, et plutôt que d'être toujours dans quelque chose de rationnel, à faire du business plan, des études de marché, des études chiffrées, etc., et que tu perds un temps fou et que tu as quelqu'un qui sort la même chose parce que tu auras pris trop de temps à y penser, Mhm. bah tu vois, c'est pas le même niveau. C'est dingue. Tu connais ce bouquin? Je viens de le prendre sur ma table parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps. Non, je connais pas. Comment je vois le Donc monde. c'est de Étienne Klein, c'est Albert Einstein, Comment je vois le monde. Et Albert Einstein expliquait que pour réussir, c'était pas compliqué. Et sa différence à lui, c'est qu'il faisait ce qu'il appelait des expériences de pensée. Hmm. Et qu'au lieu de penser juste à son projet, il regardait, alors tu l'as dit en vague, comment t'as employé le mot? C'était des vagues de... Je sais plus. J'ai oublié, des vagues d'implication ou Les vagues d'influence, des ouais. vagues d'influence, voilà, c'est ça le mot. Ouais. Et lui, dans ses expériences de pensée, il disait si je développe ça et que j'y arrive, qu'est-ce que ça va influencer sur 5 ans, sur 10 ans, sur un an, sur 2 mois, etc. Et il regardait toutes ces influences-là, et il disait qu'en pensant comme ça, tout devenait simple en fait. Oui, c'est vrai. Donc tu vois, tu as le même discours que Albert Einstein. Ce qui est Trop classe. assez marrant, je t'invite du coup à regarder ce bouquin si ça t'intéresse. Alors maintenant, tu Yes. développes un nouvel outil web qui va révolutionner, alors j'emploie pas le mot révolutionner à la légère, je suis dans le groupe bêta, on va dire, où on regarde un peu ce que tu fais, le développement du projet. Ça s'appelle Screenplay, ça va s'adresser à toutes les personnes qui développent un projet sur Internet, qui veulent utiliser la vidéo dans leur marketing. Alors utiliser la vidéo dans le marketing, c'est juste indispensable depuis 2-3 ans, donc c'est encore plus indispensable aujourd'hui. Oui. En quoi cet outil est révolutionnaire? Est-ce que tu as des démos à nous montrer? Qu'est-ce que c'est? Alors, screenplay, à la base, ça s'écrit pas comme ça, mais c'est le mot anglais qui veut dire scénario. D'accord. Et donc là, ça va prendre son sens avec l'outil. Cet outil, c'est un outil vidéo, mais pas seulement. C'est un petit peu donner des super pouvoirs à vos vidéos. En gros, je suis parti d'une réflexion là aussi, assez simple, c'est j'en ai marre de me taper des pages à rallonge, des pages de capture à rallonge, des pages de vente à rallonge. Surtout quand je suis sur mon téléphone mobile et que je regarde une vidéo, c'est en plein écran, j'ai pas envie de sortir de la vidéo et de défiler la page. En général, quand j'ai fini la vidéo, je ferme la page. D'accord. Voilà. Et j'ai constaté que c'était un comportement qui était très courant. Et on sait aussi que de plus en plus de personnes vont se connecter quasi exclusivement depuis leur mobile pour aller voir Internet. C'est la tendance, en tout cas 2019-2020. Et là, je me suis dit, mince, on passe à côté de plein de personnes qui sont intéressées par ce qu'on fait et qu'on pourrait aider, parce qu'elles n'ont pas accès aux informations du fait qu'elles ferment la vidéo une fois qu'elles l'ont vue. Donc je me suis dit, si tout se passait à l'intérieur de la vidéo, si on n'avait plus jamais à fermer la vidéo, mais continuer à rester dans cette vidéo, et de la même manière que dans un jeu vidéo, pouvoir continuer à évoluer dans l'univers.
Sauf que là, on ne pourrait pas le faire en 3D, mais on continuerait à suivre un scénario, justement. D'accord. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais besoin en tant que marketeur de faire dans une vidéo? Et je me suis dit, si j'étais pas marketeur et si j'étais plutôt dans le cinéma, qu'est-ce que j'aurais besoin de faire pour augmenter les capacités de cette vidéo? Alors, j'aurais besoin de capturer des gens, donc de mettre un formulaire de capture à l'intérieur de la vidéo. Mhm. J'aurais besoin de mettre un formulaire de paiement, de pouvoir les faire payer dans la vidéo. Ouais. J'aurais besoin de leur donner la possibilité de choisir leur scénario. Je regarde un film, à un moment le héros est en face de moi, ça peut être, je sais pas, Daredevil par exemple, et Daredevil, quand on connaît le personnage, on sait qu'il est un peu torturé, il peut faire le choix ou d'attaquer le méchant, ou de sauver la petite en danger juste à côté, ou de s'échapper et d'aller se soigner parce qu'il est blessé. Eh bien, en tant que spectateur, si je pouvais faire le choix de ce que va faire le héros, je deviendrais le héros. Ouais. Et si je deviens le héros, ça va être beaucoup plus immersif, je vais prendre beaucoup plus de plaisir, je vais ressentir plus profondément, plus intensément tout ce qui se passe à l'intérieur du film. Et le scénariste, le réalisateur auront tellement plus de choix, plutôt que de se torturer à dire je vais choisir cette action parce que je pense que c'est la meilleure, mais j'aurais bien aimé qu'il fasse ça. Pas de problème, tu prends screenplay, tu fais les deux. Et c'est le spectateur qui va regarder ton film et qui va le regarder 2, 3, 4 fois pour regarder tous les scénarios. Ça devient un jeu vidéo, quoi. Ça- On joue avec la vidéo, on va dire, sans C'est parler de jeu ça, vidéo. On joue avec. tu joues avec la vidéo, tu vis la vidéo. D'accord. Et donc, de là est né Screenplay, qui est un outil marketing, et donc pour essayer à faire plus de ventes, mais comment dire, en faisant en sorte que le spectateur devienne l'acteur et le réalisateur du film publicitaire, on va dire, c'est ça? Alors, pas seulement parce que tu peux l'utiliser aussi pour une web série ou un vrai film. Ah Ça oui. fonctionne. Ah oui, ça fonctionne aussi. Simplement, récemment, tu dois le savoir, YouTube a fait une mise à jour et on se retrouve avec des pubs un peu partout. Ouais. Et dès que tu mets la vidéo sur pause, on te propose des suggestions de vidéos et tu peux avoir la vidéo de tes concurrents pendant que quelqu'un regarde une vidéo de vente. Ouais, enfin, franchement, là, quand tu t'es investi, que tu as créé plein de vidéos, que tu as tout mis sur la plateforme, tu te dis mince, tu te sens trahi. Donc, je me suis dit en même temps, je vais héberger les vidéos et je vais permettre à tout le monde de les diffuser avec la même qualité que YouTube. Donc, ça veut dire avec une résolution qui s'adapte en fonction de la connexion d'utilisateur, etc. Mhm. Sans pub et protégé contre le téléchargement, contrairement à YouTube. Oui. Ça, c'était la base. Après, je me suis dit, je vais mettre les super pouvoirs avec le formulaire de capture, avec les boutons d'interaction, avec le formulaire de paiement, etc. Ce qui fait que l'outil est né. Il n'est pas encore au top de ses capacités parce que la campagne de financement est en cours et que il faut des sous et que voilà, plus les gens vont contribuer et plus je pourrai augmenter les capacités. Bien sûr. Mais l'outil existe déjà. Et d'ailleurs, en exclu, je vais te montrer quelques images de l'outil. Ah, allez, on regarde. Alors attention, parce que normalement je fais un webinaire jeudi pour montrer l'outil et je ne devais pas le montrer avant, donc je vais vous montrer ça. Mais la vidéo sera diffusée après le webinaire, donc ça va. Ah bon, c'est cool. En théorie, oui, normalement. Parce qu'on est mardi, jeudi, ça va être compliqué. Ok, pas de problème. Donc là, je vais te partager ça. Je fais quoi, un partage d'écran sur Skype? Vas-y. Alors là, comme tu vois, comme tu peux le voir, on est sur l'outil. Je vais pas tout montrer. Je vais juste faire un rapide tour d'horizon. Pour ça, il y aura le live, le webinaire qui sera peut-être passé au moment de la vidéo. Je sais pas, on verra. Donc là, je suis sur la liste des vidéos. J'ai déjà uploadé. Et là, on voit donc les miniatures. Là, c'est normal qu'il n'y en ait pas parce que je n'ai pas créé de miniature encore. Et je vais vous montrer un outil qui est génial, qui va vous permettre de créer vos miniatures sans Photoshop. Et ça, c'est chouette. Donc j'ai uploadé ma vidéo. Et donc ça veut dire que je l'ai fait passer sur mes serveurs. Là, il suffit d'aller ici pour ajouter une vidéo. Et en gros, mes serveurs ont fait le calcul pour créer les qualités intermédiaires de cette vidéo afin que les personnes qui regardent votre vidéo ne soient jamais bloquées et que ce soit la qualité qui s'adapte en fonction de leur connexion, comme le fait YouTube. Je vais rentrer dedans dans Éditer. Et là, on a plein d'options. Il y en aura plus après par la suite avec l'évolution de la campagne de financement. Mais voici l'idée. On peut personnaliser absolument toutes les couleurs. On peut personnaliser le logo aussi, mettre votre logo et vous choisissez dans quel coin de l'écran vous le mettez. Vous pouvez même le caler au pixel près. Définir si on affiche le logo tout le temps ou uniquement quand la souris passe sur la vidéo, un peu comme avec YouTube. Et donc on vient à la vignette. Là, je n'ai pas configuré de vignette et on sait qu'une vignette c'est important, mais bon, on n'a pas Photoshop et on ne sait pas forcément comment créer une vignette. Donc on vient ici et on se balade
dans la vidéo, on choisit une image, je vais choisir celle-là par exemple. Là j'avais fait une vidéo à l'époque où j'avais le nez cassé à cause de la boxe justement, pour montrer que bon, on peut passer en vidéo même si on est amoché, même si on a une sale tête. Le principal c'est de faire passer le message. Voilà. La morale étant, même si vous avez un petit bouton, arrêtez de vous donner des excuses et passez en vidéo. Et là on fait visualiser l'image, je vois ici en grand que c'est celle que je veux, je fais enregistrer les modifications. Voilà, et ici la vignette viendra se configurer voilà, dès que ce sera acté. On est encore sur la version bêta, hein. Quand la version sera terminée, ça s'affichera directement et on aura la vignette tout de suite, instantanément. Je viens ici, donc j'ai les boutons de contrôle, je peux choisir ce que je vais afficher là sur ma vidéo. Par exemple, contrôle visible au chargement, là non, je vais le laisser pour qu'on le voit. Afficher le logo Play, voilà, je fais décocher au fur et à mesure et je vais enregistrer, voilà. Voilà, ici le gros logo Play est parti, je l'ai décoché. Je peux décider de enlever la gestion du volume ici. Voilà, ça n'y est plus. Le choix de la qualité qui est ici, hop, je peux l'enlever et je peux simplifier mon lecteur après ou ne pas afficher directement la barre. À la fin de la vidéo, je peux relancer en boucle la vidéo, recharger la vignette de départ qu'on a choisie ici ou mettre en pause à la dernière image. Et là, l'autoplay, eh bien, en gros, on peut aller jusqu'à détecter automatiquement le navigateur sur lequel est lue la vidéo et mettre la lecture automatique si jamais le lecteur le supporte avec le son ou sans le son pour Chrome par exemple. Mais là, on vient un petit peu sur quelque chose de technique. On peut partager la vidéo et tout configurer, on peut mettre des boutons d'interaction comme on a pu en parler, voilà, c'est un bouton test. Et donc on peut voir dans la vidéo, donc là c'est de 21 secondes à 60 secondes. Yep. On va avancer un petit peu dans la vidéo. Et voilà, le bouton est apparu à 21 secondes, comme prévu. Vous voyez ici, de 21 à 60 secondes. Et si je clique dessus, j'irai bien sûr sur la page où je veux mener dans la vidéo, où je téléchargerai le document, enfin peu importe. Formulaire de capture, vous pouvez générer des inscriptions où vous voulez. Ça c'est super chouette. Et en plus, c'est ultra personnalisable. Donc on peut activer les champs qu'on veut. On va pouvoir activer les champs prénom, voilà, redirection après validation, ça on choisira. Et ce qui est chouette, c'est que, hop, on peut choisir l'autorépondeur, le configurer. Par exemple, là je prends mon SG autorépondeur ou mon Learn Email. Et de suite ici, j'ai toutes mes listes. Et si je choisis ça, Halloween par exemple, eh bien les personnes vont arriver directement sur cette liste. Pas besoin d'aller créer un formulaire dans l'autorépondeur, de récupérer le code, etc. Ça se fait tout seul, c'est automatique. Et je visualise le rendu. Voilà. Et ici, vous voyez, le formulaire ne prend pas tout. C'est volontaire que le formulaire ne prenne pas tout l'écran, parce qu'on a tendance à dire, regarde, inscrivez-vous sur le formulaire ci-dessus, ci-dessous, à gauche, à droite, et on peut jouer avec ça et en faire un peu ce qu'on veut. Et là, j'ai configuré en haut, mais si je veux, je peux le mettre à droite. Voilà. Donc là, après, ça va être mis à jour et ça va prendre tout l'écran ici et ce sera centré. Là, on est encore sur la bêta. Et si je veux, je le mets en bas. Voilà. Et ça c'est chouette, là on a tout configuré. Et voilà, on peut aller très loin dans la personnalisation. Et pour l'intégrer, eh ben, c'est tout simple. Soit vous copiez le code ici, avec ce bouton là, et hop, c'est copié, vous n'avez qu'à le coller sur votre page. Soit vous n'avez pas de site, pas de page, vous copiez ce lien, vous allez dans le navigateur, vous le collez, et là vous avez une page qui est créée en automatique pour partager votre vidéo. Et ce qui est écrit ici, c'est juste le titre de la vidéo que vous aurez choisi. Donc vous voyez, c'est hyper simple à utiliser. Ok, bon bah merci beaucoup pour la démo Gabriel. J'espère que ça a parlé aux gens qui regardaient. Comment est-ce qu'on peut du coup participer, t'aider, répondre? Alors il y a un crowdfunding sur Ulule, tout ça. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a des cadeaux pour les personnes qui participent? Quels sont les avantages à participer à ce truc, ce projet? Alors, il y a une page effectivement qui présente tout le projet et sur laquelle j'ai mis un petit peu tous les détails, le pourquoi, le comment et les niveaux de développement et avec quels outils ça pourra se plugger, interagir.
Et j'ai prévu donc une série de contreparties parce que si vous contribuez, forcément ça va vous donner des avantages, mais ça va surtout m'aider à donner vie à ce projet plus vite et à l'amener beaucoup plus haut pour que tout le monde bénéficie de plus d'options dès le départ. Et pour ça, je peux être que content et avoir beaucoup de gratitude pour ça. Donc j'ai mis plusieurs niveaux de contribution et donc plusieurs niveaux de contrepartie pour vous récompenser. Donc il y a des formations. Je mets toutes mes formations en contrepartie dans le crowdfunding et il y en a pas mal. Il y a un programme qui fait 12 mois à raison de 5 jours par semaine. Donc autant vous dire qu'il y a de quoi faire. Quand on a ça, on maîtrise tout. On sait même faire les lancements comme moi, hein. C'est pour donc quand on parle de lancement depuis le début, c'est pour les gens qui voudraient lancer leur formation sur Internet, vendre sur Internet. C'est ça. Et faire des lancements après, un peu plus tard, avec de l'expérience et plus de notoriété à des centaines de milliers d'euros. Voilà. Voilà. Mais on part quand même du début, du tout début, pour qu'on Ouais. sache comment démarrer et expliquer quel est l'état d'esprit de l'entrepreneur aussi. Après, il y a des mois d'abonnement de l'outil qui sont à 47 euros au lieu de 67, avec un tarif à vie pour toute personne qui contribuerait à hauteur d'un mois d'abonnement. Garanti à 47 euros, il n'y aura plus jamais d'augmentation. Donc Par exemple. on te donne 47 euros pour t'aider à développer le projet et toi en échange, tu dis l'outil sera à 47 euros par mois pour vous à vie, même s'il va sortir à 67 et même s'il augmentera par la suite sans doute. Exactement. Exactement. Et après, j'ai mis aussi, comme j'ai mon agence de web marketing, des prestations à un tarif hyper bas. D'accord. Je peux même créer des vidéos de contenu pour les formations des personnes qui contribuent ou des vidéos de contenu pour leur chaîne YouTube, etc. Et après, ils en ont les droits, ils en font ce qu'ils veulent. Donc ouais, il y a plein de choses, il y a plein de niveaux de contribution parce que voilà, je devrais aux personnes qui m'ont soutenu l'avancée du projet et son niveau de développement, tout simplement. D'accord, donc pour toutes les personnes qui voudraient ne serait-ce que découvrir le projet ou alors encore mieux y contribuer, vous avez bien entendu un lien dans la description de cette vidéo ou en dessous, au-dessus, ça dépend si vous êtes sur YouTube, sur Facebook, etc. Mais normalement si vous cherchez, vous allez trouver, c'est jamais trop compliqué de trouver les liens, donc je mettrai des liens vers la page du LUL, je mettrai aussi un lien vers le site de Gabriel où vous pourrez retrouver toute son histoire, son agence, ses prestations, ses produits, etc., ses outils. Voir que tout ce dont on a parlé dans cette interview, c'est pas faux, bien entendu que ça existe vraiment. On a aussi la chance d'avoir vu tout ce que tu as fait dans ta vie, d'arriver à un point où il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et ça, c'est quand même génial. On ne parle pas dans le vent, quoi. Il y a vraiment un projet qui est en train de se lancer, il y a vraiment un truc. Vous pouvez aller le voir, vous pouvez aller voir le projet sur Ulule. Alors ça dure que 30 jours, donc après il faudra y aller pendant que ça y est. J'imagine qu'il y a des archives sur Ulule ou autre, enfin le lien mènera pas nulle Oui, part non plus. Donc oui. vous verrez que ça a existé suivant si vous regardez la vidéo après ou pendant ou avant. Et ça, c'est important pour moi qu'on parle de vraies choses et qu'on soit pas en train de faire les 5 phrases inspirantes de Steve Jobs. Mais on fait l'histoire. Ça veut pas dire que c'est pas des bons conseils, ça veut dire que là, on est dans l'histoire inspirante de Gabriel qui est encore en train aujourd'hui de refaire. Et puis quand tu fais un outil comme ça, tu repars d'une certaine forme, une certaine sorte, pardon, de zéro. Même si tu as Oui. toute ton expérience, même si tu as aujourd'hui une équipe, tu as de l'argent, un peu plus en tout cas qu'avant, et que tu peux développer ça, tu pars quand même de zéro, c'est toujours une prise de risque. Et d'ailleurs, tu as vécu ce redémarrage à zéro dans le groupe Facebook, Ouais, où j'ai fait participer les membres du groupe à la création du logo, par exemple, ouais, où j'ai récupéré des avis, où j'ai beaucoup échangé, et ce qui a permis d'avoir le logo Screenplay que vous allez voir. En ouais. fait, je ne l'ai pas créé tout seul, je l'ai créé avec toutes les personnes qui étaient présentes dans le groupe et qui ont contribué, et il y a eu du monde. Donc, je pense que c'est bien aussi de dire que même si on a une belle idée et même si on a envie de créer ce quelque chose, on peut faire participer une communauté, faire participer des gens parce que c'est une intelligence collective, que c'est important. Il y a des choses auxquelles on ne va pas penser. Et si en plus on interagit avec des personnes qui seront intéressées par utiliser ce qu'on va créer, autant les mettre à contribution, ça fera plaisir à tout le monde. Et d'ailleurs, ça a donné aussi naissance à cette interview. Vu que Oui. tu as appelé aux interviews dans le groupe, et moi j'ai répondu puisque je trouvais ton histoire très inspirante. Et le projet, bien sûr, ça peut intéresser aussi des gens qui veulent entreprendre sur Internet. Merci beaucoup Gabriel pour cette interview, d'être confié, de n'avoir aucune barrière quand tu racontes ton histoire, qui n'est pas forcément simple à raconter, quand on la voit de l'extérieur en tout cas. Comme tu l'as vécu, j'imagine que tu as plus de facilité à raconter des choses compliquées. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce que tout est bon pour toi?
Déjà, merci à toi parce que ça me fait plaisir déjà qu'on passe un peu de temps ensemble, c'est tellement rare. Euh, merci d'avoir présenté les choses aussi bien et d'avoir réussi à faire passer le message qui est, c'est pour ça que j'ai posté mon histoire, c'était pas pour mettre en valeur mon ego ou quoi que ce soit, c'était bien pour que les gens qui regardent cette vidéo se disent, ok, j'ai une baisse de motivation, j'ai une galère, mais c'est pas grand-chose par rapport à ce que je pourrais réellement vivre si les choses allaient mal. Et aujourd'hui, je peux moi-même changer les choses et il n'y a que moi qui peux le faire. Donc si je veux avancer, si je veux réussir, j'ai juste à décider de réussir et à faire ce qu'il faut. Voilà. Et ça c'est important et je suis toujours super heureux à chaque fois qu'une personne qui a vu ma vidéo me dit merci, j'ai compris, maintenant j'y vais. Hmm. Donc voilà, et tu aides à faire passer ce message et donc merci. Merci à toi. C'est vrai que le message de Penser et Agir, je sais pas si tu connais alors le nouveau slogan qui a émergé il y a 1 an de Penser et Agir. Penser et Agir, il y a une approche qui est défendue qui s'appelle le développement personnel par l'action et il y a un slogan qui s'appelle un seul choix pour tout changer. D'accord. Que je répète un peu partout et donc c'est le cœur de... J'ai toujours dit, moi si je fais ça et si je fais ça pendant 40-50 ans encore, ça fait depuis 2012 que je fais ça aujourd'hui, donc 6 ans déjà que je fais ça, j'ai dit la seule chose que je veux faire passer aux gens c'est qu'un seul choix peut tout changer dans leur vie, mais qu'il faut le faire ce choix et c'est le truc le plus difficile et je crois qu'on est à on est à 1 heure d'interview, plus d'1 heure d'interview et en fait il y a 2 leçons moi que je retiens de cette interview, c'est trouver votre feu sacré en agrégeant vos compétences, vos passions, vos trucs qui font que vous êtes unique et même si vous n'arrivez pas à comprendre en quoi ça peut vous servir, en fait ça va vous servir. Oui. Et c'est tous ces échecs, tous ces trucs, tous les trucs qu'on voit en mal, en fait qui servent. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé ça, c'est là le plus compliqué, c'est faire le choix, c'est prendre la décision d'actionner cette chose et d'y aller. Et Oui. j'espère que cette interview fera prendre la décision à certaines personnes de passer à l'action qui est le maître mot de Penser Agir, le maître mot de tout ce que tu nous as partagé dans cette interview. Merci beaucoup, je crois que c'est une belle morale que tu nous as donnée sur la fin. J'avais énormément de sujets encore que je voulais aborder, les métaphores dans Matrix, tout ça, parce qu'il y a plein de choses aussi. Je sais que tu as l'air très, très friand de Matrix, de Morpheus, de tout ça. Ouais. On aurait parlé de la part des rêves, de l'imagination. Peut-être que ça donnera lieu une autre interview plus tard, je ne sais pas, on Avec verra. plaisir. Pour Avec un autre plaisir. On projet. peut même passer une journée, il n'y a pas de problème. Eh ben, on se rencontrera et la prochaine, on la fera en vrai alors. Yes, avec grand En plaisir. physique, parce on est quand même en vrai, mais physiquement. Merci beaucoup, ça m'a fait vraiment plaisir. Et je te souhaite la réussite que tu mérites pour Screenplay, mais t'as pas besoin de mon souhait pour réussir parce que tu te suffis à toi-même. Merci. Et ça se voit et ça se ressent. Merci à tous d'avoir suivi aussi cette interview. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne de Penser Agir, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air comme Gabriel vient de vous le montrer. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Moi je finis dans la lumière de mon appartement où le soleil m'attaque, mais bon, c'est très bien de s'exposer au soleil, hein. Ça c'est aussi une des techniques importantes. Donc inscrivez-vous, suivez-nous, suivez Gabriel, participez au projet sur Ulule si ça vous intéresse, si vous êtes entrepreneur sur internet, si l'histoire de Gabriel vous touche, si vous voulez juste l'aider. Parfois il y a des gens aussi qui ont juste envie d'aider quelqu'un qui se bouge et qui fait changer les choses. Donc vous pouvez le faire, n'hésitez pas aussi à le contacter. Gabriel vous répond, t'es quelqu'un d'accessible, même si tu mettras parfois du temps à répondre parce que t'es très occupé. C'est normal, mais c'est quand même... Sur internet, on est quand même des rares entrepreneurs à être très 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 proches de leur communauté, pas que de leurs clients. Des prospects, on répond partout, c'est la nouvelle mouvance d'entrepreneurs, c'est très important de le dire. Donc on est accessible, Gabriel est accessible, je suis accessible et la plupart des bons entrepreneurs sont accessibles. Merci à tous d'avoir vu cette longue interview, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un commentaire aussi pour me le dire et pour m'encourager à créer d'autres interviews avec des entrepreneurs inspirants comme Gabriel. Et moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!